garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Les adeptes de la médecine traditionnelle ont-ils raison? Mardi. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle. Collaborer pour être plus efficace. Mercredi. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? Deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous, c'est la pause. Vous êtes sur RTI2, on garde le contact. Vous ouvre ses portes, madame, messieurs. Toutes nos plateformes d'expression sont ouvertes pour vous. La page Facebook, facebook.com/on garde le contact. Déjà des réactions par rapport au sujet du jour parce que les spots étaient en boucle sur la chaîne. Et aussi le téléphone, le 22 40 12 54. Et à partir de la seconde moitié de l'émission, vous pouvez intervenir, surtout après le micro-trottoir concernant le sujet du jour. Madame, Messieurs, hier, on s'est intéressé à la raison qui pousse les Africains, les populations des capitales africaines à avoir une inclinaison vers la médecine traditionnelle. Les raisons évoquées sont nombreuses, manque de courtoisie du personnel soignant dans les hôpitaux, cherté de la vie et des médicaments, ordonnances à n'en point finir, et aussi le caractère humain que revêt la médecine traditionnelle. Alors ça faisait l'affaire des naturothérapeutes et des tradipraticiens qui étaient avec nous, mais des inquiétudes ont été relevées ici, problème de dosage côté médecine traditionnelle, problème de qualification et aussi problème de confiance entre tradipraticiens et certains patients, parce que tout le monde peut s'improviser tradipraticien aujourd'hui, même si ce n'est pas l'avis de Dr Yao, à qui on dit bonjour déjà. Docteur, bonjour. Bonjour Mohamed. Également, nous avons avec nous M. Ismaël Diop, qui était avec nous hier déjà par rapport à la question du jour. C'était donc ce qui poussait les populations à aller vers la médecine traditionnelle. Alors, le débat a continué sur Facebook et aussi à la maison. Les raisons restent les mêmes ou encore il y a une autre liste qui s'ajoute? Ça reste les mêmes. C'est le comportement déjà des médecins modernes qui manquent de plus en plus d'attention envers les patients. Et pas tous, hein? Non, pas tous. J'ai dit de plus en plus, il y a certains. Et même, on va plus loin. Souvent, les patients ont l'impression qu'il y a un gros business qui tourne autour de l'hôpital. Tu vas voir un médecin, il te regarde même pas. Il te dit qu'est-ce que tu as. Tu commences à expliquer, il te fait une liste d'ordonnances. Tu as l'impression qu'il veut faire vendre les médicaments de la pharmacie, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses. D'accord. Seydina Chérif Ahmed, président de l'ICN, l'Institut des civilisations noires pour la cause africaine. Pour vous, tout ce qui sort de l'Afrique doit être pris au sérieux. Alors, lorsqu'on traite la médecine traditionnelle d'indigénat, vous dirigez contre déjà cette appellation? Bien sûr, parce que c'est injuste et ce n'est pas vérifié. Parce que la médecine, comme je le disais hier, la médecine traditionnelle est née avec l'homme. L'homme est né avec la médecine traditionnelle. L'autre médecine aussi, non? Non, l'autre médecine a été inventée par Imhotep, qui est égyptien noir, et qui a été améliorée d'une certaine manière par Hippocrate, qui est un grec. Donc, ce que je veux dire, c'est que la médecine traditionnelle guérit, mais la médecine moderne soigne. Donc, il faut qu'on puisse faire la différence entre ces deux. Un autre jeu de mots, un autre débat. Stéphane Nadeau, vous êtes motivateur, coach de vie. Oui. Voilà, vous avez pu suivre à distance le débat hier. Alors, on profite de votre présence pour prendre votre opinion sur le sujet. Quelles raisons poussent aujourd'hui les populations à se diriger vers la médecine traditionnelle? D'accord, déjà, c'est de relever toutes ces avances qui ont été faites hier concernant la question, les réponses qui ont été données. Et puis, moi, je dirais pour apporter ma part à ce débat afin que ce débat soit constructif pour chacun d'entre nous, je vais plutôt défendre la thèse selon laquelle il peut y avoir réconciliation dans la mesure où, comme je le faisais remarquer une fois, il y a ce qu'on appelle les intelligences multiples. Okay? Il ne faut pas oublier que si on dit médecine conventionnelle, c'est parce qu'il y a eu quand même des preuves, il y a eu des choses qui ont été faites dans ce domaine. Donc, on ne peut pas aujourd'hui évoluer seul, on n'est pas Robinson Crusoe. Il faut pouvoir tenir compte de ce que l'autre a apporté et puis soit africain aussi,
pouvoir apporter pour qu'on puisse avoir quelque chose de profitatif. Moi, c'est ma vision des choses. Et je suis d'accord avec lui. Quand on parle d'indigénat, je ne suis pas d'accord pour le terme parce que c'est une façon de revenir à l'indigène. C'est péjoratif. C'est un peu péjoratif, voilà. Docteur Yao, vous êtes une autre branche de la médecine traditionnelle parce que vous êtes pour la collaboration. Vous avez été actif dans ce sens-là il y a quelques années. Il y a eu des résultats entre les deux médecines? Oui, il y a eu de très bons résultats. Oui, parce que nous travaillons en une étroite collaboration. Voilà. C'est-à-dire que certaines personnes vont d'abord dans un premier temps à la médecine conventionnelle et s'il s'avère qu'ils n'ont pas une satisfaction, ils font recours à la médecine des plantes. D'accord. C'est-à-dire la médecine douce. D'accord. On vous rappelle... Je ne suis pas d'accord avec la médecine conventionnelle. Médecine conventionnelle, médecine traditionnelle, je ne suis pas d'accord. Je n'aimerais pas que le docteur dise médecine conventionnelle. Peut-être médecine occidentale, puis médecine traditionnelle. Elle fait ses preuves, Seydina. La médecine aussi traditionnelle fait ses preuves. Hein. D'accord. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'efficacité, c'est même pas par rapport à la pauvreté que les gens vont vers la médecine traditionnelle, c'est par rapport à l'efficacité de la médecine traditionnelle. D'accord. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans ce sens-là. On va essayer de savoir avec l'OMS. L'OMS qui depuis un certain temps, l'OMS et ses États membres qui coopèrent en vue de promouvoir l'utilisation de la médecine traditionnelle pour les soins de santé. Ça, c'est déjà un grand pas pour la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, on va savoir comment est-ce que cela peut être possible. Alors, qui veut de la collaboration, qui n'en veut pas du tout, c'est à l'avantage ou pas à l'avantage de qui, on aura l'occasion de le savoir tout de suite. Mais avant cela, on vous rappelle que 6 petites minutes nous séparent du début de ce programme réalisé et mis en onde par Fatou Koulibaly. Nous avons quelques brèves à vous donner. En bref, les résultats du bac sont tombés hier dans la journée. Beaucoup de candidats ont été surpris. Les pourcentages, vous l'aurez tout à l'heure, bac 2013, 35,5% d'admis cette année. Stéphane, commentaire? Bon, déjà, c'est nettement mieux que, je crois, l'an passé. Mais je pense qu'on est en train... on recherche l'excellence, en fait. Quand on travaille sur le plan éducationnel, c'est pour l'excellence, c'est 33%. C'est vraiment pas l'excellence. Ça suppose qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je pense que nous, on a quand même notre petite idée sur quoi apporter pour pouvoir effectivement relever le niveau de nos élèves en classe d'examen. Vous avez raison, on est en hausse par rapport à l'année 2012 parce qu'on avait enregistré 25,22% d'admis, donc soit une hausse de 8,36%. Quelques poussières en fait. Voilà. Seydina, Chérif Ahmed, satisfaction? Non, pas du tout, le résultat est mauvais. Non, mais par rapport à l'année dernière? Non, c'est-à-dire que ce soit l'année dernière ou l'année après, ce qui est sur le résultat n'est pas bon parce que, vous voyez, le système actuel recale des intelligences des jeunes gens. Vous proposez quoi? Je propose qu'on rende l'école plus culturelle, c'est-à-dire qu'on amène l'école africaine. L'école doit être africaine. Il faut qu'on envoie nos systèmes réels dans nos universités, dans nos systèmes formés scolaires. Pour nos besoins. C'est-à-dire que, justement, il ne faut pas nous informer, il faut nous former. C'est ça, il faut qu'on fasse la différence. Quand on va à l'école aujourd'hui, on ne reçoit que des informations. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais on ne nous forme pas pour faire ceci. Mais il y a différents niveaux. Le bac, par exemple, après le bac, on a un niveau supérieur. Bon, si quelqu'un arrête les études juste après avoir obtenu le bac, donc ça veut dire que lui, il a perdu toutes ces années-là. Non, une branche technique au moins. Ça veut dire qu'à partir du CP2, CE1, CE2 déjà, l'élève doit... Pourquoi? Moi, il y a des exemples que je n'aime pas souvent prendre, mais pourquoi souvent on a l'habitude de dire non, le petit blanc, il est grand informaticien à 7 ans, à 8 ans et autres. Il n'est pas né informaticien. C'est le système scolaire qui le fait. C'est le système scolaire qui le fait. Nous, on copie un système scolaire et puis on ne fait pas la même chose. Parce qu'il y a bac deuxième phase, je pense, c'est en Europe. Mais c'est le même système presque qu'on a ici, mais nous, on n'a qu'une seule fois le bac. Mais c'est injuste. Si on veut copier un truc, on copie tout en même temps pour donner les mêmes chances aux élèves. On va profiter pour féliciter en tout cas ceux qui ont pu avoir le bac en 2013. Parmi ces personnes, M. Aye Assoa Georges, voilà, il a été admis au bac dans la série C. Il est à la Riviera Palmeraie rue Ministre. On salue ce jeune bachelier et toute sa famille. On leur souhaite bonne chance pour la suite. Deuxième point de news, ensemble artistique. RTI2 veut donner
un peu de moteur aux troupes de danse africaines ici en Côte d'Ivoire à travers un programme baptisé Ensemble Artistique. Vous avez quelques extraits qui sont là. Diop Ismaël, vous qui êtes promoteur du festival, il était temps. Oui, vraiment, vraiment. Je pense qu'il y a des... Excusez-moi, les artistes qui existent actuellement, je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'il est temps qu'on fasse la promotion de notre culture parce que c'est ça notre racine, c'est ça qui fait l'originalité et c'est ça qui peut nous permettre de faire vendre le pays à travers le monde. Mais ceux qui font ça aujourd'hui ne gagnent pratiquement rien par rapport aux DJ. Oui, mais ça dépend de comment on fait la promotion derrière. Quand tu prends Doudou Gueye Rose du Sénégal, qui a tourné sur toutes les scènes du monde, qui n'utilise que du sabar, c'est des tambours. Ça dépend de toute la communication et tout le travail qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le système de communication et tout le système de promotion de la culture se mettent ensemble, tu vois, pour promouvoir la culture ivoirienne. La culture ivoirienne, c'est pas un mélange de musique congolaise et de musique soudanaise, mais la culture ivoirienne, c'est ce qui vient de nos sources, c'est ce qui nous parle. Parce que ces tambours-là nous parlent. Et il y a des représentations de chaque région à travers chaque rythme qui est joué par ces tambours. Et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. C'est ce qu'on doit promouvoir. Donc les programmes de RTI2 seront bien suivis par vous et tous ceux qui réfléchissent ou pensent comme vous. Bien sûr. D'accord. À côté de l'ensemble artistique qui fait la promotion des troupes de danse, nous avons le théâtre qui revient, qui refait surface. Le théâtre produit par la même équipe. Voilà, voici des extraits ici. Vous avez connu Martine Fanta qui est reconnue ici en Côte d'Ivoire par son talent. Docteur Yao Albert, oui. On est un peu loin de votre profession, mais il faut avoir une opinion dessus. Bon, il faut dire que le théâtre, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je demande même aux promoteurs de prendre ça à bras le corps. Parce que le plus souvent, ceux qui font ce genre de théâtre sont dans l'obscurité, ils ne sont pas, ils sont cachés, on ne les voit pas. Il faut les faire sortir et puis bon... fait beaucoup pour promouvoir ça. Voilà. Et ça va beaucoup arranger. Ça va beaucoup arranger parce que tout ce qu'ils font, c'est souvent proverbial et puis souvent, c'est d'actualité. Voilà. On guérit par la parole aussi, non? Oui, on guérit par la parole parce que tout ce qui fait rire, voilà, peut donner l'émotion. Voilà. Donc c'est très important. Merci beaucoup. Le dernier point des news ou des brèves va concerner Couleur Vacances. C'est l'innovation côté RTI2 pour ces vacances 2013. La télévision chez vous pour mettre en valeur toutes vos richesses, aussi pouvoir poser quelques problèmes s'il y en a, sans oublier que l'ambiance pourra monter d'un cran lorsque du lundi au lundi, une équipe de télé séjourne chez vous et produit des informations, des émissions de débats, de jeux, etc. etc. Couleur Vacances, le numéro de téléphone pour inscrire votre commune est le suivant, 22 40 12 51, 22 40 12 51. La bande-annonce et tout de suite une ou deux opinions sur cette opération des RTI2. Sur la 2, c'est Couleur Vacances. Couleur Vacances, bientôt sur RTI2. Communes de notre pays, inscrivez-vous dès maintenant au 22 40 12 51. Couleur Vacances, c'est la télévision plus près de vous. Quelqu'un disait la dernière fois que la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Ouais, c'était qui, Ismaël? Ouais. Mais c'est clair. Souvent, c'est frustrant pour les populations de l'intérieur de voir que tous les événements, tout ce qui se passe, c'est à Abidjan. Et tous les financements, même pour les événements qui en Côte d'Ivoire sont basés sur Abidjan. Parce qu'aucun financement n'a des intérêts à l'intérieur du pays. Mais c'est des villes, la Côte d'Ivoire, c'est des populations qui sont frustrées parce qu'ils n'ont pas ce que les gens d'Abidjan ont. Après, quand il y aura l'exode rural, tout le monde va se plaindre. Ils vont dire, ouais, bon, on doit rester au village, tout et tout, mais il faut aller vers eux aussi, il faut leur donner des choses. Et je pense que c'est une bonne chose de faire tourner des émissions comme ça à la télé. Vous êtes un défenseur des programmes RTI2, Ismaël. Ça fait deux grandes cases. Non, c'est des belles idées. En réalité, c'est des choses qui nous manquent.
C'est des choses qui nous manquent. Ce n'est pas que je défends les idées de la RTI, mais c'est des choses qui nous manquent. Et c'est la vérité. Voilà. Et enfin, Stéphane, une opinion sur la télévision qui fait de la proximité? Oui, je vais emboîter le pas à mon voisin, juste pour dire qu'il faut appeler un chat quand quelque chose est bien, il faut le relever. Je pense que c'est une très bonne idée que de faire tourner comme ça la télévision en griffe, si je peux m'exprimer ici. Ça permet à chacun de se retrouver, de se déployer, de se faire intéresser aussi et puis de partager surtout ce qu'on a. Ça au moins, c'est pas mauvais. Bon, oui, ça c'est bon parce que c'est le rôle même véritable même de la télévision. Pourquoi on est ignorant? On est ignorant parce qu'on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que la télévision n'est pas proche de nous, la radio n'est pas proche de nous. Alors, si la RTI a décidé, TV2 surtout, a décidé d'aller vers la population. RTI2, là, moi j'aime bien aussi, voilà. Je pense que c'est à féliciter. C'est une bonne chose. D'accord. Stéphane Nado, on rappelle que vous êtes un motivateur, coach de vie. Voilà. Et avec vous, on va apprendre tout de suite en quelques 3 minutes concernant le coaching, quelques généralités du coaching au leadership. Parce qu'on en a besoin, ça nous permet de développer nos idées, nos activités et aussi nos ambitions. Tout à fait. Quand une connaissance peut nous aider à nous déployer, on ne s'en prive pas. Et donc, je disais la dernière fois que le coaching, c'est une méthode d'accompagnement des individus en quête d'excellence. D'accord? Donc, quand on va accompagner des personnes, il va sans dire qu'on va chercher à les rendre meilleurs. Et dans la démarche du coaching, on ne met pas l'accent d'abord sur ce qu'on sait, mais sur tout ce qui nous reste à savoir. C'est ce qui fait un peu la démarcation avec la psychologie qui va expliquer le passé, mais qui ne va pas pour autant proposer des actions pour apporter des solutions au cas que nous avons sur place. Donc le coaching est beaucoup plus dans l'action et dans la proposition d'idées, d'astuces, de méthodes, de techniques pour réussir. Et justement, quand on veut faire réussir quelqu'un, ça va, comme j'ai dit, ça va aller dans le sens de le déployer, de le former, de le forger en quelque sorte. Et on va parler alors de leadership, parce que le leadership, c'est l'influence. C'est la capacité à impacter, à influencer son environnement. Le leadership, ce n'est pas dans la position, mais dans l'escalade en fait. Un leader, ce n'est pas celui qui a un poste, qui est directeur, qui a quoi que ce soit d'autre. Un leader, c'est celui qui est capable d'influence. Ça veut dire que je peux être mère au foyer et puis être un véritable leader. Non mais Stéphane, des gens comme vous êtes à Abidjan, en Afrique, et puis des secteurs comme le secteur des tradipraticiens, qui est un secteur aujourd'hui, les chiffres le montrent, 80% des populations de certains pays africains de l'Asie ne s'intéressent qu'à cette médecine-là. Vous regardez ça comme ça? Non, en fait, comme j'ai dit, on parle d'intelligence multiple. Il y a certainement, moi je crois en ce que chacun a quelque chose à apporter pour l'avancée, pour que les uns et les autres soient dynamisés, propulsés comme une flèche vers leur destinée. Et je suis partisan de ceux, comme je disais à l'entame, qui veulent une forme de réconciliation, bien entendu, en s'entendant sur un certain nombre de termes, un certain nombre de choses. Et c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui de reconnaître qu'il y a tout un lobbying au niveau de la médecine conventionnelle. Il y a des intérêts qui sont de très grands intérêts, de grands groupes. Du coup, ça ne peut pas forcément permettre de faire la part belle à la médecine dite traditionnelle. D'accord? Mais il y a des preuves de ce que dans certains domaines, cette médecine a apporté certains résultats. Comme on sait aussi que dans certains domaines autres, la médecine conventionnelle a apporté certains résultats. Donc il faut trouver le moyen de communiquer. Communiquer, c'est entrer en relation avec les autres. Donc on tient compte de la différence de l'autre, et puis ce qu'il est capable d'apporter, et puis on en tient, et puis on évolue. Mais vous pouvez leur être utile. Moi, c'était le sens de ma question. On est utile à tous ceux qui veulent se déployer, qui veulent performer avec excellence, qui veulent aller à leur prochain palier d'excellence. Et donc, un tradipraticien peut souhaiter être coaché dans sa façon peut-être de conduire son affaire pour avoir de meilleurs résultats. Il peut avoir aussi des problèmes personnels, d'accord, et il a besoin effectivement d'une orientation pour arriver à ses fins. Nous coachons des médecins, nous coachons des professeurs. Tout corps de métier a besoin d'instruction pour réussir son métier, réussir sa tâche. Pour terminer avec vous, on va avoir votre opinion sur le sujet du jour. Je veux dire, est-ce que la collaboration est possible? Et si elle est possible, comment est-ce qu'elle doit se faire?
Parce que si on parle depuis des collaborations, surtout l'OMS qui parle de collaboration dans le sens de soutenir la médecine traditionnelle et de l'intégrer dans les systèmes nationaux de santé, établir en même temps une politique nationale et une réglementation applicable aux produits, assurer la sécurité des patients en renforçant les compétences et les connaissances des praticiens de la médecine traditionnelle. En même temps, on ne peut pas dire que l'international est en train de bloquer cette médecine-là, parce que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, fait ce pas-là. Je vais dire qu'il y a matière à s'interroger, à savoir qu'est-ce qui fait le blocage. Ça n'intéresse pas qui, la collaboration? Peut-être que M. Tradi Patricien sur le plateau aura l'opportunité de dire si ce qui est dit est véritablement fait, s'il y a la possibilité par l'OMS de tendre la main véritablement aux tradis praticiens. Moi, en ce qui concerne ce sujet, à l'évidence, ce n'est pas facile. Hein. Ça sera un tout petit peu compliqué parce que, comme j'ai dit, il y a des lobbying, il y a toute une communication. Il y a déjà ce qu'on a un complexe de supériorité vis-à-vis de la médecine traditionnelle. Un médecin conventionnel va dire qu'il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il donne va apporter? Donc déjà, quand on a un regard assez dépréciatif sur l'autre, ça crée forcément un certain conflit. Mais je dis que ce n'est pas impossible. Comme je l'ai répété il n'y a pas longtemps, le savoir, il est universel. Et il faut tenir compte du fait que dans certains domaines, il y a des personnes qui font des avancées notables, encore un peu plus que nous. Là, je parle à celui qui est médecin conventionnel. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence est multiple. Il y en a qui sont très habiles avec la nature, ce que peut-être ne pourront pas faire des médecins conventionnels. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps d'une dame qui est médecin en griffe conventionnelle, je ne sais plus son titre, et qui est allée, j'ai envie de dire, au bois sacré, aller faire des recherches parce qu'elle s'est rendue compte que dans sa thérapie au niveau de la psychologie, elle n'avait pas de résultats. Et elle a utilisé des méthodes traditionnelles qui ont apporté gain de cause. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Si un temps il y a eu la ségrégation raciale et on est passé aujourd'hui à avoir aux États-Unis un président qui est noir, si un temps il y a eu l'apartheid, développement séparé des races, et on a eu aujourd'hui ce qu'on trouve en Afrique du Sud, un Africain aux commandes de l'Afrique du Sud, rien n'est ignorable dans le temps. Tout est possible. Merci beaucoup. Stéphane Nadeau, j'aime bien dire Aristide. Stéphane Nadeau. J'ai un nom caché qui s'appelle Aristide, je ne sais pas. Motivateur et coach de vie. Merci beaucoup. Le mardi prochain, on sera certainement ensemble pour un autre sujet concernant le coaching et le leadership. Ça nous est vraiment utile. Ça nous permet d'installer nos invités qui certainement vont rentrer dans le sujet tout de suite. Réaction sur la toile. Monsieur Yao Charles Kwaku, il dit ceci: une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne sera la bienvenue car cela permettra de rendre la médecine plus efficace. Cette collaboration permettra de vulgariser les performances, de mieux organiser le secteur de la médecine traditionnelle et de la rendre plus crédible. Elle permettra aussi de pallier à certaines insuffisances de la médecine moderne. Pour l'heure, il faut reconnaître que le secteur de la médecine traditionnelle laisse à désirer car une personne se lève, elle se déclare tradipraticienne et elle vend des produits. Ne pensons pas que cela peut être un risque pour le consommateur si on ne fait pas subir un test aux tradipraticiens et à ces produits pour mesurer l'efficacité de ces produits et de prévenir des cas d'effets secondaires. Voilà, les réactions tombent en tout cas sur notre profil, toutes les capitales qui nous suivent. En tout cas, l'on vous salue parce que l'on vous c'est nombreux en tout cas sur ce programme. On se revoit tout de suite, bien après le micro-trottoir et aussi cette réclame. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Pas quelque chose aussi. On a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Les adeptes de la médecine traditionnelle ont-ils raison?
Mardi. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle. Collaborer pour être plus efficace. Mercredi. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? Deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on associe la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Parce qu'au niveau de la médecine traditionnelle, les médicaments ne sont pas dosés et tout ça. Et je prends le cas de quelqu'un qui manque de sang. Bon, le tradipraticien, dans son canari, je ne sais pas, il va s'arranger comment pour donner du sang au patient, je ne sais pas. Or, du côté de la médecine moderne, on peut faire des transfusions sanguines et tout ça. Concernant la médecine traditionnelle et la médecine moderne, moi je pense que il serait vraiment opportun quand on essaie d'associer la tradition à la modernité. La médecine traditionnelle africaine et la médecine moderne peuvent cohabiter ensemble. Moi, à mon avis, je ne souhaite pas que les deux médecines s'associent. Je pense que la médecine traditionnelle et la médecine moderne pourront faire des merveilles si les deux s'associent. L'association des deux médecines, la médecine africaine et la médecine moderne, ça donnerait une efficacité très intéressante parce que voyez-vous en Afrique souvent il y a des recettes que nos parents emportent dans la tombe tout et tout, c'est vraiment pas bien. Il y a des décoctions naturelles qui permettent une certaine guérison. Alors tout cela du point de vue moderne, il faut aussi permettre à tous ceux qui font les dosages africains de millimétrer le tout parce que souvent ça peut créer ce qu'on appelle du point de vue moderne des effets secondaires et je pense que c'est dans ce sens où la médecine moderne va être très utile à la médecine africaine du point de vue dosage. Et puis il y a aussi souvent ce qu'on dit, il y a tel parent qui a utilisé ce médicament du point de vue africain, du point de vue traditionnel pour parler ainsi, il est très bon et puis il y a d'autres personnes qui ne le supportent vraiment pas. Donc je pense que ça serait très intéressant parce que la médecine moderne, c'est celle-là même qui essaie de voir l'efficacité des différents éléments qui sont utilisés, ces éléments qui peuvent provenir d'éléments de plantes, ça peut être des feuilles, ça peut être des racines, ça peut être tout ce que vous connaissez. Ou bien du point de vue laboratoire, on va essayer de faire des mélanges. Alors que le point traditionnel de la médecine est tout simplement des éléments naturels qui sont récupérés par des guérisseurs ou peut-être par des voyants ou par des personnes à qui les ancêtres ont légué ce pouvoir de guérir d'autres personnes ou des génies comme on le dit. Alors le point de vue moderne est très important pour certifier, pour qu'on puisse avoir le meilleur dosage afin d'éviter dans certains cas des éléments qui pourraient ne pas convenir à l'état de santé de tout le monde. Et puis l'organisme, je pense que c'est très bien pour le monde de faire un mélange de tout parce que nous sommes dans le virage de la mondialisation. Selon moi, la médecine traditionnelle ne doit pas s'associer à la médecine moderne. Plutôt, elle a cherché à se développer elle-même. Chercher à se développer elle-même, cette médecine traditionnelle. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Yao? Oui, bien sûr. Mais comme je le dis, s'il y a un brassage, c'est encore mieux. Parce que là, ça peut nous permettre d'avoir une guérison rapide pour toute la population. D'accord. Voilà. Drissa Diakité, Dichek 007 nous a rejoint tout à l'heure. Il aura droit à la parole. Il est spiritualiste. C'est une autre branche de la médecine traditionnelle. C'est de soigner sans plantes, sans écorce, avec la parole, l'eau, parfois l'imposition des mains, etc., etc. Tout de suite, on aura l'occasion d'en savoir davantage avec vous. Mais avant cela, Ismaël, qu'est-ce qu'on reproche généralement à cette médecine-là par rapport à cette collaboration? Lorsqu'on écoute les intervenants, on reproche le dosage, on reproche aussi le conditionnement, les effets secondaires, etc. Bon, il s'agit de raisons valables à votre avis? Non, ce n'est pas valable. Hier, il y a eu un monsieur qui a intervenu du Mali, qui nous a démontré qu'il y a un système de dosage des médicaments traditionnels où il parlait des pincées de 2 doigts, 3 doigts, jusqu'à on part au poignet. Donc peut-être que nous-mêmes, on a une méconnaissance de la médecine traditionnelle. Peut-être c'est ça la vérité. C'est la même manière dont on a une méconnaissance de notre histoire
de cette même manière-là, on a la méconnaissance de la médecine traditionnelle. Parce que quand vous dites nous, vous parlez du patient ou du pratiquant? Ouais, nous, en tant que patients. C'est pourquoi on dit qu'il y aura des problèmes de dosage, il y aura des problèmes de trucs. Bon, c'est vrai aussi qu'on a posé le problème de personnes qui ne s'y connaissent pas. Par exemple, des revendeurs, parce que c'est ça le véritable problème. Moi, je pense que c'est ça le véritable problème avec la médecine traditionnelle, c'est les revendeurs qui ne s'y connaissent pas et qui vont acheter la qualité des tradipraticiens. Voilà, qui se donnent la qualité des tradipraticiens. Ils vont acheter des médicaments, ils se donnent la qualité des tradipraticiens, pourtant ils n'y connaissent rien, c'est que des revendeurs. À la longue, il fait le mélange aussi. Voilà, à la longue, il fait le mélange, il propose des dosages qui ne sont pas exacts. On va aller à Makori tout de suite, mais en attendant, réaction sur la toile. Sanogo Yayus qui dit ceci: je pense que la collaboration sera bénéfique, mais ne sera pas aussi facile que nous le croyons, car je connais des vieux qui n'apprendront jamais leur technique de médecine traditionnelle à d'autres personnes que leurs fils, puisque la même tradition le leur interdit. Nous sommes à Makori avec M. Adam. Adam, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous sur On Garde le Contact. Je vous en prie. Voilà. Votre réaction au sujet du jour, est-ce que vous croyez que la collaboration sera bénéfique? Si oui, comment? Oui, bien entendu, la collaboration sera bénéfique. Mais je voudrais quand même aussi intervenir sur le fait qu'il faut qu'il y ait une volonté politique par rapport à nos naturothérapeutes. Parce que je préfère le mot la médecine naturelle. Voilà. Parce que je dis, au Ghana tout près ici, le brevet de recherche ne coûte que 250 000 francs CFA. Alors qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, c'est trop élevé. On veut vraiment qu'il y ait une collaboration. Et s'il y a une collaboration, cela sera très meilleur et bénéfique. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du visage qu'a le secteur? Parce qu'avant d'aider quelqu'un, il faut que cette personne-là vous prouve qu'elle mérite votre aide ou encore que ça sera bien utilisé. Ismaël parlait tout à l'heure de revendeurs qu'on appelle tradipraticiens. Il faut qu'il y ait une sélection, Mohamed. Et je voudrais citer quelques noms. Le professeur Yao, il est là-bas. Il y a le professeur Aboutou Kofi. Des millions de professeurs qui sont très cités au Ghana. Les médicaments sont vendus dans les officines de pharmacie, mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y a le manque de volonté politique. Est-ce que nos dirigeants font confiance à ces personnes? C'est la question que nous nous posons. Au Ghana, ils sont très connus. Le professeur Aboutou Kofi est très connu au Ghana, mais en Côte d'Ivoire, celui n'est pas connu. Est-ce que vous vous interrogez aussi sur le nombre de plaintes que les autorités reçoivent par rapport aux effets de ces médicaments-là? Oui, je suis d'accord avec vous. On pourra faire quand même des tri. Il y a des bons. Dans tout corps métier, il y a des bons, il y a des mauvais. D'accord. Et je pense qu'ici, avec ceux que nous connaissons, il y a certains qui sont très bons. On peut les aider, les encourager. Au Burkina, ça s'est fait. Au Ghana, ça s'est fait. Mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Au Mali, ça s'est fait. C'est une médecine naturelle. Même la médecine conventionnelle vient de cette médecine. Merci beaucoup. Voilà, il y a le développement de l'Indonésie, de la Chine, de l'Inde. Tous ces médecines viennent de la médecine traditionnelle, le développement vient de cette médecine naturelle. On vous a compris, merci beaucoup. Et le travail est à faire au sein de la coopération. Il a dit tout à l'heure. Docteur Yao. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je salue au passage même le docteur Croix Oublé, parce que c'est lui qui est le responsable, qui est en train de faire les démarches avec l'OMS pour nous caser véritablement. Vous en êtes où dans les démarches? Bon, pour l'instant, nous sommes à un stade vraiment qui pointe à l'horizon pour un résultat vraiment escompté. Voilà. Sinon, par exemple, le plus souvent, quand on parle du dosage, comme je l'ai dit hier, la répétition est pédagogique. Alors, le dosage sur le naturothérapeute se fait selon l'âge et le poids de la personne, vis-à-vis de la personne qui est en face du naturothérapeute. Comme je l'ai dit, parce qu'un adulte de 50 ans ou de 60 ans n'a pas la même force qu'un enfant de 6 ans. Donc, ce n'est pas la même posologie. Ça dépend de l'explication de la maladie dont souffre le patient. C'est à partir de cela que l'on fait la posologie. Et le plus souvent, ce qui entraîne parfois les désagréments, c'est par contre parfois la suivi de la posologie. Parce que quand le patient arrive, on lui ordonne de prendre soit un grand verre le matin, un grand verre le soir, qu'il fait un surdosage de prise. À ce moment, il peut avoir peut-être des effets diarrhéiques. Il y a plusieurs grands verres. Quand vous dites grands verres, c'est bon, les grands verres. Le verre qui est le grand, le verre qui est le nous avons le verre de thé, c'est le petit verre qu'on utilise pour boire le thé.
Les grands verres, c'est les verres de l'eau. Voilà, les grands verres. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc en ce qui concerne les effets secondaires, au niveau des plantes, moi, à mon sens, et dans mes recherches, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'a pas d'effet secondaire. On va vous interroger sur ça tout de suite. On va aller à Douékoué et retrouver M. Joseph. Joseph, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, le docteur trouve qu'il n'y a pas d'effet secondaire chez lui, dans son cas particulier. Oui. Est-ce que vous voyez cette médecine-là du même œil? Oui, tu vois, monsieur, tu sais, nous les Noirs, on se donne tous les Blancs. Mais prends le cas de Platamol. Quand quelqu'un prend Platamol, c'est plutôt réservé pour une maladie. Soit il sait, soit c'est là. Les tradipraticiens, c'est le médicament qu'il faut pour l'Africain. Vous prenez le cas de Nelson Mandela, qui est malade actuellement, on dit infection pulmonaire. Mais il est dans un grand hôpital qui n'a pas pu jusqu'à aujourd'hui. Mais tradipraticiens que tu vois là, sont capables de le faire ça. Donc, nous, notre culture africaine, on laisse pour s'adapter à d'autres choses. Oui, moi, je suis pour les tradis traditionnels. Si on peut les autoriser et prendre les produits dans les pharmacies, ou alors pour eux-mêmes créer les pharmacies. Moi, je suis pour eux. Est-ce que je vais ajouter? Merci beaucoup. Et bien de choses à ceux qui nous suivent depuis Douékoué. Seydina Chérif, oui. C'est vrai, de vouloir chercher une plateforme de collaboration, de vouloir légaliser et labelliser, mais est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à beaucoup de choses aussi? Bien Parce sûr. Que d'un tradipraticien à un autre, vous avez une posologie qui change, bien vous sûr. Avez le nom, bon, ça c'est dans les deux cas, plusieurs médicaments peuvent soigner le même mal, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque à cela? Si, il y a des risques, mais il y a aussi des solutions. Moi, ce que je trouve comme solution pour pouvoir bien cerner tout ceci, c'est d'abord d'introduire dans notre système éducatif la maîtrise des plantes, de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que créer des facultés de médecine traditionnelle dans nos universités. De médecine traditionnelle? Oui, médecine traditionnelle. Dans l'Amérique, il y a la médecine moderne. Ça dans nos universités. Opérationnel, c'est 2 jours. Hein? Pardon, j'ai pas créer compris. La faculté maintenant? Oui, créer la faculté maintenant. Les professeurs sont là, les enseignants sont là. Créer une faculté et permettre à ce que les gens soient diplômés là-dedans, pour qu'on puisse aussi, parce qu'avant, quand les pharmaciens finissaient les études, ils étaient subventionnés par l'État pour créer les pharmacies. Qu'on les subventionne parce que c'est des gens que les États ont mis très en retard. Donc, les États doivent commencer maintenant à les réhabiliter et vraiment à les aider. À les aider en d'abord les formant dans nos universités, en les permettant d'avoir des pharmacies, en les subventionnant. En ce moment-là, tous les problèmes de telle personne d'ici, telle personne d'ici là est fini. Parce qu'il faut absolument que la médecine traditionnelle existe et vive. D'accord. Nous allons à Yamoussoukro. Docteur, vous allez avoir la parole tout de suite. Yamoussoukro, retrouvez M. Diaby. Diaby, bonjour. Bonjour, Ahmed. Oui, merci d'être avec nous, Diaby. Oui. Voilà. Les opinions sont en faveur d'une réhabilitation de la médecine traditionnelle, d'une collaboration avec la médecine conventionnelle. Est-ce que vous êtes dans ce sens-là également? Bon, moi, je crois que les deux médecines vont de pair. Hein. Il faut dire que vraiment, il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique. Il faut qu'on prenne au sérieux les tradis praticiens. Ils font du bon travail. Mais le problème... On les laisse déjà, M. Diaby, oui? On les laisse déjà travailler. Ça, c'est déjà une volonté politique. On ne leur interdit pas de faire la profession, de travailler, de vendre, de consulter. On ne leur interdit pas ça. C'est déjà un pas. Il faut qu'on les vienne en aide. Il faut qu'ils soient encadrés. Il faut que ça soit bien structuré. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des personnes qui vont acheter des médicaments avec des tradis praticiens et qui viennent les revendre sur place en se faisant passer pour des tradis praticiens. Et souvent, ils prennent des très bons médicaments avec des tradis praticiens. Quand ces médicaments finissent, vu l'affluence, ils comportent certains produits-là qui revendent encore aux gens. Et c'est ce qui t'évite, c'est tout ça qui t'évite l'image des tradis praticiens. Il faut aujourd'hui qu'ils soient bien organisés, qu'ils soient bien structurés. Hein? Et là, il faut que le gouvernement s'implique pour les amener à s'organiser. Puisqu'il y a des LNC en des papiers, les pays alentours de nous, on organise cette médecine. Pourquoi pas nous? Nous pouvons le faire. Nous avons de très grands naturothérapeutes ici. Sinon, on a l'exemple de la médecine chinoise, en tout cas, qui a su s'installer. Hein? C'est une médecine qui sort de la tradition.
asiatique. Merci beaucoup. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis Yamoussoukro. Docteur, vous voulez réagir, mais une question avant votre réaction. Être organisé, ça sous-entend beaucoup de choses. Parce que vous voyez le praticien qui est au bord de la route, c'est une natte ou un caoutchouc, il étale. Demain, si vous avez un effet secondaire, vous ne le retrouvez pas là. Oui, tout à fait. Ça c'est très important aussi comme je vais dire, comme condition à remplir, avoir des sièges crédibles. Oui. Parce que vous avez beau être efficace, mais si c'est au Carrefour qu'on doit vous trouver et demain on vient à la même heure, vous n'êtes pas là, on s'adresse à qui en cas de problème? Oui, et là c'est ce que je tiens à signaler que le docteur Kouaoulé, qui s'occupe de la médecine naturelle, traditionnelle, autant pour moi, a mis sur pied l'identification de tous les naturothérapeutes. Donc je sais bien que d'ici peut-être une année après, on ne pourra plus voir tous ces vendeurs-là. Parce que justement, on sera casé, restructuré et puis bon, faire un travail vraiment... Est-ce que ça va faire l'affaire des praticiens? Parce que les revendeurs sont leurs agents. Oui. C'est ça aussi. Un agent, en l'absence de maître qui se proclame, autoproclame. Qui se proclame maître. Voilà, maître. Et qui commence à faire des ordonnances. Voilà. Hein? Donc, la raison pour laquelle quand tu emploies un jeune homme ou alors une femme qui travaille soit à ton officine, s'il décide, peut-être après 2 années, s'il décide de partir, il faut lui faire signer un document. Un document qui est bien signé et déposé, légalisé à la mairie. D'accord. Parce que dès l'instant où il arrive à faire ce genre d'activité, et tout de suite on met la main sur lui. D'accord. Sans oublier aussi le problème de... Voilà, parce que ce que je devais attirer aussi l'attention sur le premier paragraphe tout à l'heure, où vous avez parlé d'un seul médicament qui soigne beaucoup de maladies. C'est pas comme ça chez le praticien. Bon. Parce que le plus souvent... Non, attention, on a des emballages, hein, la liste est longue. Tout à fait, mais ce n'est pas les mêmes posologies. Il y a parfois des produits que nous avons, mais n'ont pas les mêmes posologies. Ou alors, il y a l'association de d'autres compléments là-dedans. Vous voyez, c'est-à-dire peut-être il faut ajouter du miel pour traiter peut-être la constipation. Il faut ajouter du jus de citron pour traiter peut-être les douleurs de reins. Au même médicament. Voilà. Mais bon, c'est en tout cas, moi, à mon niveau... un médicament pour la maladie. Voilà. Bien identifié. Commune d'Adjamé, M. Bédi nous attend. M. Bédi est à Adjamé. Bédi, bonjour. M. Bédi. Bon. Oui, M. Bédi, vous êtes en direct. Tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Après, je voulais intervenir sur le thème là. Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Je voudrais dire que la médecine traditionnelle est très importante pour les citoyens, la population, dans la mesure où elle est plus accessible aux populations. Vous voyez, nos populations sont rurales. Quelqu'un qui est dans un campement, la médecine à laquelle il a accès, c'est la médecine traditionnelle. Voilà. Dès qu'il a un petit problème, soit une diarrhée, automatiquement, les parents ont accès aux plantes pour parvenir à soulager la personne qui est malade. Alors que la médecine conventionnelle, elle est située à plusieurs kilomètres. Soit à 5 kilomètres, il faut une ambulance, il faut ceci, cela. Que dans les villes, hein? Donc d'abord, un problème d'accessibilité. Voilà. Merci. Et la médecine traditionnelle, elle est de notre culture. Vous voyez, quand on va à l'école, c'est pour développer notre culture. Nous développer à partir de notre culture et non saboter notre culture. Les Chinois, les Asiatiques et autres se sont appuyés sur les connaissances occidentales pour se développer à partir de leur culture. Alors nous constatons qu'ici, on s'instruit au pied de notre culture. Non, on ne doit pas aller contre notre culture, parce que c'est dans nos mentalités. Vous voyez que la plupart de la population se soigne à partir de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que c'est notre culture. On ne peut pas nous arracher cela. Vous voyez que quand quelqu'un est malade, avant qu'il n'aille vers l'hôpital conventionnel, il va d'abord, aussitôt, voir le praticien. Alors, il faut que l'État s'occupe et forme ces praticiens-là. Il ne doit pas être livré à la merci, hein, et même se débrouiller. Mais c'est un problème, disons, de santé publique. Voilà. Et donc,
la collaboration, comment elle peut collaborer? Moi, je voudrais que les médecins, disons, qualifient certains praticiens après les avoir testés. Et on a un traitoire, c'est-à-dire un annuaire de praticiens qui ont été sélectionnés, reconnus par le ministère comme étant efficace et sérieux, suivant certainement cas de charge bien défini. Et cet annuaire-là est dans les hôpitaux. Quand un malade arrive, on lui donne la possibilité, on lui indique tous les praticiens, à partir de cet annuaire-là, qui sont capables de le soigner. Il faut qu'il ait le choix. Voilà. Est-ce que la médecine conventionnelle, est-ce qu'elle est irréprochable? On a des médicaments qu'on fait ici qui donnent des effets secondaires mortels. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on doit aider, je pense qu'on doit aider cette médecine-là. Merci. Merci. Voilà. On a bien noté en tout cas, c'était riche en enseignements comme intervention. Sur la toile, M. Jamel Diallo dit ceci. Oui, la collaboration des deux sera très efficace et bénéfique. Sénateur Arobase, beaucoup de surnoms sur Internet, dit, et nous citons, il doit avoir une bonne collaboration, cela serait profitable. Sanoro Yayus revient encore et dit que je pense que la collaboration sera bénéfique, mais ne sera pas aussi facile que nous le croyons, car je connais des vieux qui n'apprendront jamais leur technique de médecine traditionnelle à d'autres personnes que leurs fils, puisque la même tradition le leur interdit. Ismaël, ça aussi, je vais dire, c'est un poids au pied, à la cheville de la médecine traditionnelle, le poids de la tradition elle-même aussi. Bon, d'abord, l'enseignement de la médecine dans notre tradition, elle n'est pas forcément de génération en génération ou bien familiale. Il y a des confréries de médecins qui se sont réunis et où tout le monde peut venir apprendre la médecine, où tout le monde peut passer des années à apprendre les plantes. Mais moi, je pense que pour qu'il y ait vraiment le développement de cette médecine-là, déjà le travail est en train d'être fait, les gens sont en train de se mettre en association, ils sont en contact avec l'OMS. Mais je pense que la meilleure idée, c'est celle de Seydina. C'est-à-dire, même si on ne peut pas créer une faculté de médecine traditionnelle, médecine de plantes, c'est créer une matière en faculté de médecine qui traite la connaissance des plantes. Et même, peut-être même dans nos... Parce qu'on n'a pas assez de médecins. Vous voyez souvent dans nos villages, il y a des centres de santé, mais il n'y a pas de médecins. Bon, si on peut sélectionner des praticiens vraiment efficaces et reconnus par le ministère de la Santé, puisque si on peut les envoyer dans ces hôpitaux-là, pour qu'ils ont les plantes sur place. Les plantes sont sur place. Voilà, pour qu'ils puissent consulter nos parents. Au moins, c'est des gens qui seront un peu dans... C'est un premier pas. Voilà, ça serait un premier pas pour que les choses avancent un peu. Merci beaucoup. On va à Bassam tout de suite. On sera avec Cheikh 007. Lui, il est dans une autre branche de la médecine traditionnelle. C'est la médecine spirituelle. Voilà, la médecine spirituelle. Ça aussi, ça effraie un peu la médecine conventionnelle. On aura l'occasion d'en savoir davantage. Kokou est à Bassam. Monsieur Kokou, si M. Kokou est là, il est en direct. S'il n'est pas là, on passe à M. Diakité. Alors, vous êtes spiritualiste, Diakité. Oui. Voilà, vous êtes dans une autre branche, c'est dans le prolongement de la médecine traditionnelle. Vous guérissez, vous arrivez à guérir à distance, par la parole, etc. etc. Je veux dire que celui qui n'a pas ce don-là n'est pas considéré comme spiritualiste de facto, mais je veux dire que tout le monde n'a pas ce genre de don. Alors, est-ce que ça peut prospérer comme pratique de guérison? Bon, dans un premier temps, il faut reconnaître que la médecine spirituelle, la toute première médecine d'abord dans un premier temps, parce que c'est la médecine qui a été pratiquée par Jésus-Christ lui-même. Et tout le monde a vu les dons que Dieu lui-même a remis à Jésus. Ma question était dans le sens de la transmission de ce savoir. Parce que s'il s'agit d'un don, la transmission, est-ce que ça peut prospérer? La transmission, oui, ça peut venir comme ça de génération en génération. Parce que nous, chez nous, c'était d'abord la grand-mère qui travaillait dans un premier temps. Et puis aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir sur ce côté. Mais je veux dire, comment vous intégrez alors dans la famille des médecines? C'est compliqué, c'est-à-dire c'est sur la base de votre parole qu'on doit vous croire. On doit avoir foi en ce que vous dites, parce que
c'est pas matériel, votre façon de guérir là. C'est en dehors du champ de la raison, je veux dire. D'accord. D'abord, dans un premier temps, il faut dire que chaque n'a pas fréquenté. Donc, tu as des gros français qui vont me fatiguer beaucoup. Il faut aller un peu terre à terre. Voilà, et tout ce que l'explication que j'arrive à donner, tout ça, c'est de par le même don que j'ai reçu cela. Mais il faut dire qu'en médecine spirituelle, nous faisons aussi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la médecine moderne, comme on le dit, et la médecine naturothérapeute. Parce qu'avec nous, on n'a pas besoin de plantes, on n'a pas besoin forcément de quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ça dépend de l'ampleur du mal qui est en face de nous. C'est ce que les Occidentaux ou la médecine conventionnelle craignent, le mysticisme. Oui, mais le problème est que... C'est pas loin de la mystification aussi, parce que on peut faire quoi? Effectivement, on peut parce faire avaler tout à matière spirituelle... Quelqu'un qui est dans le désespoir, on peut lui faire avaler beaucoup de choses. Hein. Justement, en matière spirituelle, on peut être confronté à une maladie mystique. On peut être confronté à une maladie de sorcellerie, directement. Est-ce que vous voyez un peu? Mais dans ce cas, la médecine, n'est-ce pas, comment on appelle, moderne, est parfois limitée. Bon, tout compte fait, toutes les médecines sont limitées. Hein? Mais ça encore, nous, c'est dans notre domaine. Et c'est là que nous, on a la force. D'accord. Docteur Yao, vous avez déjà fait des démarches par rapport à la collaboration ici. Le syndicat existe. Bien sûr, c'est ça? Oui. Voilà. Cette collaboration se manifeste comment? Hier, vous avez tenté une démonstration. Oui. C'était que le médecin moderne ou le médecin de la médecine conventionnelle faisait le diagnostic. Oui. Le patient vient avec l'ordonnance chez vous? Oui, l'examen, le résultat de l'examen, c'est-à-dire qu'après un examen, il y a toujours une conclusion qui est tirée par le médecin. Et c'est à partir de la conclusion tirée que le naturothérapeute ou l'aromathérapeute se base pour faire la composition de ses produits. Donc il est temps vraiment de collaborer ensemble parce que c'est une complémentarité totale. C'est le moment de donner et de recevoir. Donc je crois bien que s'il y a cette collaboration, ce brassage, ça pourra vraiment nous aider, ça pourra aider la population. Parce qu'il faut dire à toute la population de nous prendre très au sérieux, parce que nous travaillons dans une étroite collaboration. Pour certains ou certaines qui sont malades, on les ramène à la médecine conventionnelle pour faire leur examen, et à partir du résultat donné, on tire la conclusion et puis on fait la composition. C'est-à-dire qu'on fait un travail extraordinaire. Et l'effet... Vous-même, vous dites extraordinaire. Extraordinaire parce qu'on travaille trop. Mais il y a des guérisons, en 5 minutes. Il y a des traitements qu'on le fait immédiatement parce que nous, à notre niveau, c'est du tic au tac. Si vous avez une migraine, vous avez une sinusite, tout de suite, la guérison instantanée. En moins de 5 minutes, vous êtes rétabli, vous allez oublier complètement... C'est cette rapidité qui est effrayante. Est-ce que la raison demande une méthodologie quand même, Ismaël? Non, mais écoutez, parce que là, on est à la frontière du mysticisme. Non, tu sais, Mohamed, ça, tu sais, la maladie, elle est psychologique et elle est physique. Hein. Donc, c'est ce qui est rassurant chez nos médecins traditionnels. Parce que déjà, quand tu dis bonjour au médecin traditionnel et que tu lui dis j'ai tel mal, il te dit tu as bien fait de venir, à partir de ce moment, tu es guéri. Avant même de te donner le traitement. Donc, spirituellement, tu es rassuré. Oui, et ça te soigne. Voilà. Et ça te soigne déjà, avant de prendre le remède. Mais nous médecins, c'est bon. Écoute, je ne veux pas trop critiquer, mais... Et ça dit aussi, on a tout le temps pour recevoir le patient. Parce que pour une consultation de quelqu'un qui a peut-être une quelconque maladie, je peux prendre peut-être 1 heure du temps de discussion, de conversation avec ce patient-là, avant de localiser déjà la maladie. Mais les cliniques aussi procèdent ainsi. On paye beaucoup d'argent. C'est pas bien grave. Madame, messieurs, on a été vraiment très heureux d'être avec vous. Seydina, ce sera votre dernière intervention. Bon, pour moi, c'est comme je l'ai dit, la meilleure solution, c'est d'intégrer dans notre système scolaire, créer des facultés pour ça, donner des diplômes, et les subventionner pour créer des pharmacies. D'accord. Et aussi, on fera attention à la déforestation parce que si les plantes sont réputées pouvoir guérir, il ne faut pas aussi qu'on crée un vide concernant ces plantes-là. En même temps aussi que les plantes sont importantes, il faut penser à régénérer les couches. Hein? Oui. Alors donc,
comme je le dis, je dis à toute la population d'avoir confiance en nous, d'avoir une confiance sincère. Merci. À nous. Merci, docteur. Merci, docteur. Émission réalisée par Fatou Koulibaly et toute une grande équipe qui l'a accompagné dans ce travail. On se donne rendez-vous demain, 13h15 en temps universel. La seconde partie du sujet qui a été traité la semaine dernière. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint ou à sa conjointe? Guy Thérèse était avec nous la semaine dernière. Demain, Guy Defay sera là avec une autre grande équipe pour débattre de ce sujet-là. Déjà, est-ce que c'est bon de dire son passé à sa femme? Vous? À sa femme, oui, pourquoi pas. Ah d'accord. Hein? Et vous? Je ne sais pas trop. Je pense que il y a des passés qui sont lourds à porter. Ça dépend comment vous êtes connu. Moi, à mon niveau, je ne peux pas lui expliquer tout ça. C'est pas moi.